Toute recherche historiographique s'articule sur un lieu de production socio-économique, politique et culturelle. Elle implique un milieu d'élaboration que circonscrivent des déterminations propres. Une profession libérale, un poste d'observation ou d'enseignement, une catégorie de lettrés, etc. Elle est donc soumise à des contraintes liées à des privilèges enracinés dans une particularité. C'est en fonction de cette place que des méthodes s'instaurent, qu'une topographie d'intérêt se précise, que des dossiers et des questions à poser aux documents s'organisent. C'est le temps de la méfiance. On a montré que toute interprétation historique dépend d'un système de référence, que ce système demeure une philosophie implicite particulière. Dans son rapport général de 1965 sur l'historiographie française, G. Glénisson évoquait quelques-unes des articulations discrètes entre un savoir et une place. L'encadrement des recherches par quelques docteurs, parvenus au poste supérieur du professorat, et qui décident des carrières universitaires. La contrainte exercée par le tabou social de la thèse monumentale. Le lien entre la faible influence de la théorie marxiste et le recrutement social du personnel savant pourvu de chaire et de présidence. Les effets d'une institution fortement hiérarchisée et centralisée sur l'évolution scientifique de l'histoire, qui est d'une remarquable tranquillité depuis 3/4 de siècle. Il est donc impossible d'analyser le discours historique indépendamment de l'institution en fonction de laquelle il est organisé en silence, ou de songer à un renouveau de la discipline qui serait assuré par la seule modification de ses concepts sans qu'intervienne une transformation des situations acquises. Ce modèle originaire se retrouve partout depuis. Il se démultiplie aussi sous la forme de sous-groupes ou d'écoles, d'où la persistance du geste qui circonscrit une doctrine grâce à une assise institutionnelle. L'institution sociale, une société d'études d'eux, reste la condition d'un langage scientifique. Chaque discipline garde son ambivalence d'être la loi d'un groupe et la loi d'une recherche scientifique. L'institution ne donne pas seulement une assiette sociale à une doctrine, elle la rend possible et la détermine subrepticement. C'est un même mouvement qui organise la société et les idées qui y circulent. Il se distribue en régime de manifestations économiques, sociales, scientifiques, etc., qui constituent entre eux des fonctions imbriquées mais différenciées, dont aucune n'est la réalité ou la cause des autres. Est abstraite en histoire toute doctrine qui refoule son rapport à la société. Elle dénie ce en fonction de quoi elle s'élabore. Elle subit alors les effets de distorsion dus à l'élimination de ce qui la situe en fait, sans qu'elle le dise ou le sache. Un pouvoir qui a sa logique. Un lieu qui sous-tend et tient une discipline dans son déploiement en œuvres successives. Le discours scientifique qui ne parle pas de sa relation au corps social ne saurait articuler une pratique. Un
nous, nous, s'approprie le langage par le fait d'y être posé comme le locuteur. Par là s'avère la priorité du discours historique sur chaque ouvrage historiographique particulier et le rapport de ce discours à une situation sociale. La médiation de ce nous élimine l'alternative qui attribuerait l'histoire ou à un individu, l'auteur, sa philosophie personnelle, etc., ou à un sujet global, le temps, la société, etc. Elle substitue à ces prétentions subjectives ou à ces généralités édifiantes la positivité d'un lieu sur lequel le discours s'articule sans pourtant s'y réduire. Il y a des lois du milieu. Elles circonscrivent des possibilités dont le contenu varie, mais non la contrainte. Elles organisent une police du travail. Non reçu par le groupe, le livre tombera dans la catégorie d'une vulgarisation, considérée avec plus ou moins de sympathie. Il faut être accrédité pour accéder à l'énonciation historiographique. Le statut des individus qui ont, et eux seuls, le droit réglementaire ou traditionnel, juridiquement défini ou spontanément accepté, de proférer un pareil discours, dépend d'une agrégation qui classe le jeu de l'écrivain dans le nous d'un travail collectif ou qui habilite un locuteur à parler le discours historiographique. Ce discours. Et le groupe qui le produit fait l'historien alors même que l'idéologie atomiste d'une profession libérale maintient la fiction du sujet-auteur et laisse croire que la recherche individuelle construit l'histoire. Avant de savoir ce que l'histoire dit d'une société, il importe donc d'analyser comment elle y fonctionne. Cette institution s'inscrit dans un complexe qui lui permet seulement un type de production et lui en interdit d'autres. Telle est la double fonction du lieu. Il rend possible certaines recherches par le fait de conjonctures et de problématiques communes, mais il en rend d'autres impossibles. Il exclut du discours ce qui est sa condition à un moment donné. Il joue le rôle d'une censure par rapport aux postulats présents, socio-économiques, politiques, de l'analyse. Sans doute cette combinaison entre la permission et l'interdiction est-elle l'aveugle de la recherche historique et la raison pour laquelle elle n'est pas compatible avec n'importe quoi. De part en part, l'histoire reste configurée par le système où elle s'élabore. Aujourd'hui comme hier, elle est déterminée par le fait d'une fabrication localisée en tel ou tel point de ce système. Aussi, la prise en compte de cette place où il se produit permet seule au savoir historiographique d'échapper à l'inconscience d'une classe qui se méconnaîtrait elle-même comme classe dans des rapports de production et qui par là méconnaîtrait la société où elle est insérée. En histoire, tout commence avec le geste de mettre à part, de rassembler, de muer ainsi en documents certains objets répartis autrement. Cette nouvelle répartition culturelle est le premier travail. En réalité, elle consiste à produire de tels documents par le fait de recopier, transcrire ou photographier ces objets en changeant à la fois leur place et leur
Radioscopie. Radioscopie. Michel de Certeau. Jacques Chancel. Michel de Certeau, vous êtes historien, philosophe, freudien même, théologien, et vous êtes jésuite. Homme de parole et d'écriture, vous me paraissez être plus près du temporel que du spirituel, mais je me trompe peut-être.